ou pas? Oui, vous le voyez? Ouais, ok. Voilà, donc landing page où vous avez grosso modo à peu près tout le pitch, hein, s'il s'agit d'expliquer à vos clients, que vous soyez rédacteur ou que vous soyez défenseur en matière enfin, de matière de médiation ou d'arbitrage, vous avez toutes les informations. L'idée, vous êtes beaucoup, alors il y a tout le monde aujourd'hui, hein, il y a des avocats majoritairement, français, étrangers, il y a des huissiers, il y a des juristes, il y a des gens qui font du recouvrement ou qui imaginent des solutions de recouvrement, de facilitation. Donc c'est intéressant parce qu'il y a différents profils. Alors les avocats, on va plutôt s'adresser à vous, soit quand vous rédigez, soit quand vous orientez vos clients pour résoudre la litige, pour essayer de trouver autre chose que de les envoyer devant le tribunal de commerce ou devant le tribunal judiciaire avec les inconvénients qu'on connaît, hein, la longueur, le coût parfois aussi, mais la longueur, le côté aléatoire, la difficulté parfois sur certains domaines à trouver des magistrats très rompus sur le sujet, très spécialisés sur tel ou tel domaine, ce qui est aussi l'avantage de l'arbitrage pour trancher. La médiation, bah, c'était encore une autre problématique qui a une actualité encore beaucoup plus prégnante, c'est que depuis le 1er janvier 2020, il y a toute une série de procédures où on est obligé d'en passer par, de justifier avant de saisir le juge qu'on va passer par une procédure de médiation, de conciliation préalable, une mesure alternative. Donc, on va voir comment on peut y satisfaire. L'objectif n'étant pas d'avoir un papier pour justifier que la mesure alternative a échoué, mais bien de tenter de résoudre le litige avant de le soumettre au juge par la mesure alternative. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, landing page qui vous explique un petit peu tout ça, qui vous explique quelle est la différence entre l'arbitrage et la médiation, les avantages. Encore une fois, vous avez probablement déjà entendu l'argumentaire sur madécision.com. L'idée, c'est vraiment, et ça quand vous en parlez, il faut être très très clair, c'est que c'est une solution de disruption. On ne touche absolument pas à ce qu'est la médiation, au sens scientifique du terme, ni à ce qu'est l'arbitrage, au sens scientifique ou au sens juridique du terme. On ne fait absolument aucune concession à la déontologie, à la confidentialité, au sérieux, à la qualification des gens qui prêtent leur concours ou à la qualité des échanges ou à la qualité de la sentence en matière d'arbitrage. La qualité du droit, la qualité de l'accompagnement, elle est là. Juste l'idée, qui était au début l'idée d'e-just sur la médiation, c'est d'ouvrir un outil qui permette de rationaliser les coûts, ce qui fait que l'arbitrage, la médiation dans une moindre mesure, mais l'arbitrage est quelque chose qui est génial en termes juridiques, passionnant en termes de procédure, mais qui reste peu accessible parce que c'est très cher. Donc l'idée, c'est d'offrir un médium, une façon de le faire qui permet d'économiser les coûts, le temps, de faciliter, de fluidifier les choses et de s'affranchir notamment de l'éloignement physique des parties, y compris dans les litiges, pourquoi pas internationaux. Donc ça veut dire qu'on répète jamais assez que c'est simple, économique, confidentiel, qualitatif. Et la qualité est rapide évidemment, parce qu'il y a aussi une notion de rapidité. Donc vous avez tout l'argumentaire avec les petites vidéos qu'on avait fait à l'époque avec mon camarade Eric Doriac, moi-même et puis Sophie Clanchet. Donc il y a des exemples. Il faut savoir que, alors, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, quels sont les litiges dans lesquels on peut faire de la médiation ou de l'arbitrage? Alors la médiation, j'allais dire un peu dans tous les litiges, c'est possible parce qu'il suffit de trouver une issue amiable, donc c'est beaucoup plus large encore. Mais la question se pose surtout pour l'arbitrage. On dit, bah oui, mais moi, je ne peux pas faire de l'arbitrage parce que, par exemple, je fais du droit de la famille. Le droit de la famille, je ne peux pas faire de l'arbitrage. Oui et non. Idem pour le droit du travail. On nous dit, ah oui, je fais du droit du travail, donc je ne peux pas faire de l'arbitrage. C'est faux. En fait, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est que vous ne pouvez pas toucher à l'ordre public, à des règles d'ordre public. Vous ne pouvez pas toucher à ce qui relève du domaine du régalien. Donc effectivement, vous ne pouvez pas prononcer un divorce et demander la transcription à l'état civil en étant arbitre. Ce n'est pas possible, c'est réservé à un juge étatique. Mais en revanche, par exemple, pour le droit de la famille, on peut tout à fait imaginer des conventions lorsqu'il y a des gros patrimoines à liquider qui soumettent la liquidation du patrimoine, non pas au notaire, mais à un arbitre ou à un collège d'arbitres, le cas échéant, en mode traditionnel. Mais il y a une grosse partie qui est arbitrable. Idem en contentieux, conseil de prud'homme, enfin en droit social, ça peut être une alternative au conseil de prud'homme. Alors un peu moins sur des litiges typés avec des salariés
salariés peu qualifiés. Mais par contre, sur des litiges avec des cadres, il est tout à fait possible de faire du droit, du droit de l'arbitrage. Je vous renvoie, il est un peu loin dans ma bibliothèque là, mais aux cahiers de l'arbitrage qui ont été réédités récemment, il y a 2 ans, par le Conseil national des barreaux, où il y a de très très bonnes publications sur la possibilité d'arbitrer, notamment en matière de droit social, avec un article de Thomas Clay qui recense toute la jurisprudence en la matière. Bon, tout ça pour dire que là, dans les matières qui sont marquées dans la landing page, c'est pas exhaustif, il y a beaucoup d'autres choses. Les tarifs, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, ils sont là, c'est parfaitement transparent. Si vous voulez renvoyer vos clients ou vos prescripteurs aux tarifs, c'est parfaitement transparent, sauf qu'entre la médiation et l'arbitrage, ce n'est pas le même mode de fonctionnement. L'arbitrage, ça va être qualifié en fonction du montant de l'enjeu, en fait, montant d'enjeu, jusqu'à 10 000 euros. On a un appel d'offres, une toute petite première entrée qui est jusqu'à 10 000 euros, équivalent au tribunal d'instance, en fait, pour ceux qui connaissent, à moins de 1 000 euros hors taxe. Puis après, c'est par tranche. Sachant que si le défendeur fait une demande reconventionnelle, elle s'additionne avec la demande initiale. Et si la demande reconventionnelle fait passer un palier, dans ces différents paliers que vous avez devant les yeux, eh bien, il y a une différence. La différence de prix entre le palier du demandeur et le palier franchi avec la demande reconventionnelle est réglée par le défendeur qui met le complément. Voilà, c'est tout simple. Pour la médiation, c'est différent. Pour la médiation, on considère que l'enjeu monétaire du litige n'est pas un critère. C'est plutôt le temps qu'il va falloir y passer, avec un temps minimum où on considère qu'il faut y passer au moins 4 heures, ne serait-ce qu'une heure avec chacune des parties pour bien comprendre directement le médiateur avec chacune des parties, puisque ce n'est pas une procédure contradictoire au sens juridictionnel. Et puis après 2 heures au moins en visioconférence à 3 parties, puisque c'est l'outil, le cœur de l'outil. Donc au moins 4 heures de base, et avec la possibilité de rallonger, rajouter à 6 heures, si on considère qu'au bout de 2 heures, on n'a pas réussi à complètement se mettre d'accord, mais qu'en poussant un petit peu, on va y arriver. Eh bien, voilà comment est tarifée la médiation. Sur les tarifs d'arbitrage, c'est clairement beaucoup plus cheap que n'importe quelle procédure d'arbitrage institutionnalisée, classique. Pour la procédure de médiation, je pense qu'on est aussi un peu pas mal moins cher, mais avec un outil qui, par contre, à mon avis, devrait faire pâlir d'envie beaucoup de médiateurs qui, malheureusement, sont habitués à des modes de fonctionnement plus traditionnels, à échanger des conventions papier qui mettent des mois à circuler, que certains paument au milieu, qu'on n'a jamais la bonne version. Bref, voilà. Donc l'argumentaire sur la médiation d'arbitrage, bon, vous êtes des professionnels, donc je ne vous la fais pas. Comment fonctionne la plateforme? Ben, ça, on va le voir. On a un panel d'arbitres et de médiateurs, on a un trombinoscope qu'on essaie de tenir à jour, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Eurojuris dispose, alors ce sont uniquement des médiateurs et des arbitres qui sont des membres d'Eurojuris, du réseau Eurojuris, pour la bonne et simple raison que c'est Eurojuris qui investit. Hein. C'est une société différente, mais qui appartient à 100% à Eurojuris. Donc voilà, c'est l'investissement indirect de nos membres, et en tout cas l'investissement en temps de nos membres. Donc médiateur et arbitre Eurojuris. Mais évidemment, la solution est ouverte à tout le monde. À tout le monde. On n'est pas, c'est pas prescrit que pour des clients des cabinets Eurojuris. Il n'y a que des arbitres et des médiateurs Eurojuris. Les médiateurs Eurojuris sont pour l'instant uniquement des médiateurs inscrits auprès de leur cour d'appel. C'est le critère qu'on a retenu. On le fera peut-être évoluer après. Les arbitres, eh bien, ils sont quasiment tous été formés à l'arbitrage, mais ils sont tous surtout spécialistes de leur matière. La grande force de la proposition de valeur madecision.com, c'est que vous savez qui est derrière. Il y a d'autres solutions qui sont proposées. Et il y a quelques profils, on vous dit, mais on ne sait pas trop qui c'est derrière. Bon, là, on a Eurojuris derrière. Pour ceux qui ne sont pas déjà membres d'Eurojuris, Eurojuris, c'est un réseau qui est aujourd'hui international. Bon, là, c'est Eurojuris France, mais qui est un réseau, ce qu'on appelle sélectif, c'est-à-dire que ne rentre pas qui veut. Il y a en gros, on ne montre pas de blanche, avec un gage de sérieux, avec un gage une caution scientifique très importante, avec des gens qui sont triés sur le volet, spécialisés. Et donc, c'est ça qui apporte notamment l'intérêt, la plus-value de cette plateforme. Donc voilà pour la landing page. Et de cette landing page, finalement, en cliquant à différents endroits, les petits cartouches de couleurs vous permettent d'accéder à la plateforme. Alors, la plateforme, c'est le cœur du litige. Et c'est là que c'est révolutionnaire. En fait, c'est pour ceux qui font du contentieux, c'est en gros, c'est peut-être probablement tout ce qu'on aurait pu rêver d'avoir avec le RPVA, mais que nous n'avons pas avec le RPVA. Tout ce que le RPVA aurait pu nous apporter, mais qui ne nous apporte pas, même dans sa nouvelle version, en termes d'ergonomie.
Voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous partager un autre écran qui va vous permettre de voir deux petites vidéos qui sont déjà en ligne sur YouTube, donc vous pourrez les revoir. Je vais sur ma plateforme. Première étape, je suis demandeur ou je suis le conseil du demandeur, puisque ce qui est important, c'est de bien voir que le litige peut être administré soit par la partie elle-même, ça peut être un DAF, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un juriste d'entreprise, soit par un mandataire de la partie. Il faut savoir qu'en matière d'arbitrage, en tout cas, même les avocats ont besoin de présenter un mandat. On n'est pas dans le mandat ad litem où on n'a pas besoin de présenter un écrit, mais cette étape est prévue et vous allez voir qu'il est prévu de dire que vous n'êtes pas la partie elle-même, vous êtes son représentant. Donc, je vais sur la plateforme et comme dans toute plateforme, que ce soit pour créer un compte Facebook ou pour aller acheter des chaussures sur Zalando, il faut se créer un compte. Donc, je vais sur ma plateforme, je me crée un compte. J'accède à mon compte, je crée un compte. Je dis si je suis professionnel ou particulier, parce que ça diffère, ce n'est pas exactement les mêmes termes. Monsieur ou madame, voilà, je crée mon compte. Je reçois évidemment un email qui va me permettre de finaliser mon inscription. Voilà l'email où on me dit d'utiliser Chrome ou Mozilla, qui sont les deux navigateurs. Je me fais un mot de passe très, très sécurisé. Alors, la plateforme est sécurisée. Voilà. J'ai des conditions générales de service. Alors, vous voyez que les documents, là je fais une petite pause, les documents qui sont générés avec une petite fenêtre comme ça pour pouvoir vous signer. Tout est signé via la technologie qui s'appelle YouSign. Il y a DocuSign et YouSign grosso modo en major de la signature électronique. Donc là, il y a des conditions générales de service, il y a des conditions tarifaires également et le règlement d'arbitrage et de médiation. Donc en fait, tout est signé au début, au moment de la création du compte. C'est ça qui est important à comprendre pour des juristes, vous y serez évidemment attentifs. C'est que tout est signé au moment de la création du compte, CGU, en fait le règlement d'arbitrage, tout ça. Ce qui fait que la convention d'arbitrage ou de médiation qui va être signée par la suite avec les variables, le nom des parties, la description du litige, elle va être finalement assez courte puisqu'elle va renvoyer à l'alias contractuel qui est tout le reste, les CGU, les conditions tarifaires qu'on est en train de signer au moment de l'ouverture du compte. Donc après, la convention de médiation ou d'arbitrage, elle va être assez légère, mais pour autant, l'encadrement juridique sera parfaitement complet. Ensuite, là, ça y est, j'ai créé mon compte et puis j'ai une sorte de tableau avec mes dossiers d'arbitrage et de médiation en cours. Donc à chaque fois à gauche, hein, vous avez mes médiations en cours ou résolues, et puis mes arbitrages résolus ou en cours. Donc, je vais sur ma plateforme et puis je vais choisir par exemple de faire un nouveau dossier d'arbitrage. Donc, je crée un nouveau différend. Et là, on m'explique, alors l'idée, hein, c'est comme dans toute plateforme, l'idée c'est de faire en sorte que le support n'ait pas besoin d'expliquer à l'utilisateur à chaque fois ce qui va se passer. Bon, c'est sûr que si l'utilisateur est un avocat qui utilise pour son client, en général, il va mieux connaître. Mais si c'est quelqu'un qui connaît un peu moins la procédure pour les tout petits litiges, qui estime qu'il ne doit pas être accompagné par un professionnel, ce qui, encore une fois, n'est pas du tout le credo de la plateforme, on vous incite à être accompagné par des professionnels. Mais on vous explique à gauche tout ce qui va se passer, on vous explique toute la procédure, l'obtention de l'accord des parties, la saisie et le dépôt des écritures, l'instruction par l'arbitre, la sentence, et tout, voilà comment ça va se passer. Donc ça, je prends connaissance de ça, je peux cliquer pour dérouler, on m'explique encore un petit peu plus à chaque étape comment ça se passe. Voilà, et puis une fois que j'ai tout bien compris, je peux commencer. Alors, c'est là que je dis et j'explique. Là, on a fait une version simple, mais j'explique si c'est mon propre différend ou le différend d'une autre personne. Donc, si je suis un avocat, c'est le différend d'une autre personne et je vais me décrire moi qui je suis, donner mon mandat au passage, et puis je vais dire qui est mon client. Donc là, on a fait les choses simples. On a dit que c'était mon propre différend. Je vais alors vérifier l'identité et ensuite, je vais très clairement arriver au cœur du litige, c'est-à-dire décrire la partie adverse. Qui est mon adversaire ? Mon adversaire est une personne physique ou une personne morale. On va donner son nom et on va au moins renseigner un email et un numéro de téléphone. Alors, le service ne fonctionne pas avec des notifications par SMS, mais on peut le faire techniquement. Pour l'instant, on a choisi de le faire surtout par email. On décrit très rapidement, de manière très succincte, quelle est la nature du différend. Et ensuite, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant, c'est peut-être le seul endroit de la plateforme où on fait intervenir alors c'est pas de l'intelligence artificielle, hein, faut pas, gardons-nous bien d'utiliser ce type de mots, mais en tout cas
la possibilité de rencontrer votre arbitre ou votre médiateur en fonction de plein de critères, notamment son secteur d'expertise, son secteur géographique, la langue, ou alors ça peut être le secteur juridique ou l'expertise. Enfin, l'expertise juridique ou le secteur industriel, pardon. Parce qu'il y a des gens qui finalement vont partir du principe qu'ils préfèrent avoir un avocat dont ils sont certains qu'ils connaissent le milieu industriel, s'il y a un langage particulier, s'il y a une technique particulière. C'est important, hein, si je suis vigneron et que je fais du droit de la vigne et du vin, je préférerais avoir Alexis Gaucher-Piola qui connaît très très bien le domaine, qui connaît très bien le jargon. Voilà, non mais il y a plein de domaines comme ça où la connaissance du tissu industriel est une vraie stratégie déjà pour les confrères et une vraie plus-value pour les clients. Donc on peut choisir en fonction de ces différents critères et puis je peux en choisir un ou plusieurs. Donc alors voilà, je choisis en fonction. Alors, droit des sociétés, j'ai plusieurs profils, dont Benjamin English qui s'est dévoué pour l'expérience. Et donc, on peut le sélectionner, un ou plusieurs. Et ensuite, je vais donner un délai. Là, c'est une variable. Je peux donner un délai plus ou moins court à mon adversaire pour accepter ou pas la proposition qui m'est faite. Sachant que plus je vais donner un délai long, plus je vais quand même donner la possibilité à mon adversaire d'aller consulter un avocat déjà pour voir ce qu'il veut proposer et puis de réfléchir pour accepter ou pas. Alors moi, je devrais patienter un petit peu pour savoir si ma proposition va être acceptée ou pas, mais je donne un peu plus le temps à la possibilité, au litige alternatif d'être résolu. Donc je mets le curseur. Je choisis dans l'hypothèse de l'acceptation en combien de temps je vais devoir déposer ma requête. Ensuite, après, tous les autres, tout le reste des timings de procédure sont dans les conditions générales de service. Donc, elles sont assez types, mais on peut choisir ces deux variables. Et puis alors là, en fonction des éléments que j'ai remplis, j'ai finalement tout pour décrire, pour générer ma convention, ma proposition d'accord d'arbitrage ou de médiation. Ça fonctionne pareil. À ce stade-là, c'est la même chose entre l'arbitrage ou la médiation. Donc là, j'ai auto-généré une proposition. Maintenant, comme cette proposition, elle n'est qu'une proposition et qu'elle va être envoyée à mon contradicteur qui va avoir la possibilité de la réviser, de l'amender, de contre-proposer, je ne vais pas la signer maintenant. Ce n'est pas à ce stade-là, moi, demandeur, que je vais la signer. Mais je vais la relire en tout cas, vérifier que tout est bon, attester l'exactitude des informations, puis je vais confirmer. Et là, eh bien, ça y est, la plateforme me dit, c'est bon, vous avez fait votre partie du travail, la proposition est envoyée à votre contradicteur, votre adversaire, votre autre partie, si on ne veut pas être dans un langage contentieux. Donc là, c'est parti. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu le même processus, mais de l'autre côté, du côté du défendeur. Donc l'étape 2, c'est je reçois une procédure d'arbitrage. Je reçois une procédure d'arbitrage et je décide une demande, une proposition d'arbitrage et je décide d'y répondre. Là, pareil, donc je reçois donc un email, on m'invite à participer. Alors, l'idée, c'est un moment clé de la procédure parce que, bon, on imagine que les premiers cas, quand même, les parties ou les conseils des parties vont dire ce serait pas mal d'aller sur madecision.com. On va peut-être voir, même peut-être éventuellement prendre contact avec l'arbitre de manière traditionnelle pour voir s'il accepte la mission. Mais très très rapidement, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça puisse se faire de manière automatique. Et donc, évidemment, il faut rassurer celui qui va recevoir une proposition d'arbitrage pour qu'il voit que c'est parfaitement sérieux et qu'il n'ait pas peur d'y aller ou de cliquer, qu'il n'ait pas l'impression d'être pris au piège sur quelque chose et qu'on lui explique bien ce qui va se passer. Donc, il y a un mail qui est très complet qui explique, voilà, vous avez accès aux éléments jusqu'à telle date pour examiner le litige, vous ne vous engagez à rien, vous ne serez pas engagé avant de donner un accord final à la procédure, vous pouvez voir, voilà. Donc, on vous invite à consulter la proposition. Vous consultez la proposition, et donc vous arrivez sur la plateforme. Bon, là, eh bien, là, on crée un compte, évidemment, parce que si vous n'avez pas de compte créé, vous allez en créer un, comme ce qu'on a vu pour le demandeur. C'est le même processus. Donc, j'ai un mail sur lequel je vais cliquer pour finaliser mon inscription. Et je vais me créer des identifiants sécurisés. J'insiste, en termes de sécurisation, la plateforme telle qu'elle a été conçue est dotée d'un niveau absolument effarant de sécurité, de confidentialité des données. Je traite mon propre différend ou celui d'une autre personne. Je vérifie les informations qui ont été données par mon adversaire. Donc, évidemment, je vérifie mon nom pour être sûr que c'est bien ça. Et puis, je vais relire la proposition d'accord
de proposition d'arbitrage qui m'est donné avec un petit résumé en bas sur les différentes variables, le nom de l'arbitre. Alors là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, il peut y en avoir plusieurs, les délais proposés. Je vais repasser, moi, défendeur, on va me réexpliquer toute la phase, toutes les différentes phases pour bien que je comprenne ce qui va se passer pour la suite, arbitrage ou médiation. Et si je suis d'accord avec ça, je vais commencer. Et là, c'est à ce stade-là que je vais pouvoir, le cas échéant, amender, faire une contre-proposition. Bon, là, on a fait un exercice simple, mais c'est-à-dire qu'il peut y avoir un aller-retour supplémentaire s'il y a une contre-proposition sur les délais, sur la personne de l'arbitre. S'il y a plusieurs arbitres, eh bien, on va en sélectionner un. On peut aussi ne pas être d'accord ni sur l'un ni sur l'autre, donc en sélectionner un nouveau. Bon, après, au-delà d'un aller-retour, on s'arrête parce que c'est les limites. Ça veut dire que s'ils ne sont pas déjà d'accord sur la personne de l'arbitre, c'est qu'a priori, il faudra passer par un litige plus traditionnel. Mais voilà, il y a un aller-retour. Si voilà, en laissant un peu de temps à votre adversaire pour étudier votre contre-proposition, le cas échéant. En cas d'acceptation, voilà, je choisis le délai pour déposer mes arguments. Et finalement, là, bon, là, on n'a pas fait de contre-proposition, on a accepté en l'état la proposition. Donc là, ça y est, ma proposition d'accord, elle est finalisée. Je vais attester, disposer du mandat, puisque là, c'est dans l'hypothèse où ce n'est pas mon dossier. J'atteste de l'exactitude des informations saisies. Et puis bah, là, je vais être le premier à signer numériquement la convention d'arbitrage. Et là, c'est le système YouSign qui se met en route. Voilà, et donc là, c'est la fenêtre YouSign. Je signe la proposition d'arbitrage. Je valide et je lance la signature des fichiers. Donc là, pour ceux qui ont déjà signé des conventions en ligne, c'est toujours pareil. On reçoit un code, on lance la signature. Et voilà, et le document est signé. Donc là, retour au demandeur, qui lui va pouvoir signer de son côté. Et si tout se passe bien, le litige est engagé. Voilà le processus demande, réponse. Voilà comment on est en phase de fabrication du litige. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez un petit peu comment ça se passe une fois que c'est formé. Alors, pendant ce processus-là, il est évident que le médiateur ou l'arbitre de son côté, lui, qui va être proposé ou désigné, va lui recevoir une notification. On va lui dire, voilà, cher ami, des parties ont pensé à vous en tant que médiateur, en tant qu'arbitre. Dites-nous d'abord si vous êtes d'accord, si vous êtes sur la plateforme, c'est que vous êtes disponible, mais dites-nous d'abord si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas de conflit d'intérêt. Donc, je reçois une invitation à étudier les termes du litige, à savoir qui sont les parties. Et puis, si je n'ai pas de conflit d'intérêt, dans tous les cas, je remplis une déclaration d'indépendance. C'est le fameux principe, alors pour les médiateurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour l'arbitre, c'est la déclaration d'indépendance, tout simplement, hein, avec le principe de vérification qu'on signe. Alors, en l'occurrence, c'est encore papier, ça, pour le coup, il faut la remplir et puis la re-uploader sur la plateforme avec un glisser-déposer ou drag and drop en bon anglais. Et puis si j'accepte, bah, c'est bon. Et puis au bout d'un moment, j'ai accepté. Et quand les parties ont déposé leurs arguments sur la plateforme, moi, je suis prévenu. L'arbitre, pour l'arbitrage, pour la médiation, c'est différent puisque le médiateur intervient dès le début. Il n'y a pas de dépôt d'arguments, il n'y a pas de dépôt de pièces. C'est pas l'économie de la médiation. Pour l'arbitre, il intervient, on le prévient lorsqu'il a besoin de commencer l'instruction du litige, c'est-à-dire que lorsque les parties ont échangé leurs arguments. Donc ça, c'est ma version, enfin c'est la plateforme de démo évidemment. C'est mon compte en tant qu'arbitre. Donc je me connecte. Et voilà, j'ai mes différents en tant qu'arbitre, j'ai mon profil, je peux accéder à mon profil, tout ça, mettre ma photo, la changer, mon CV, tout ça. Et j'accède à ma plateforme d'arbitrage, puisque je ne suis pas médiateur. Et là, j'ai mes différents dossiers en cours. Alors, ce sont des dossiers fictifs. Hein. On fait ça avec les camarades de Rojuris. Ne vous attachez pas trop à ce qu'on raconte dans les commentaires, parce qu'on met un peu n'importe quoi pour se détendre un peu. Ce sont des faux litiges. On met des pièces qui sont évidemment n'ont rien de confidentiel et sont des documents sans contenu particulier. Voilà le cœur. Voilà le cœur du réacteur, on va dire. Voilà la salle d'arbitrage ou de médiation, parce que la salle de médiation diffère un petit peu dans les fonctionnalités, mais grosso modo, ça a à peu près la même tête. Vous avez en fait, tel que devrait être le RPVA s'il était bien fichu. Vous avez en fait, en scrollant, c'est une sorte d'énorme messenger avec des messages, des réponses, avec chacun son côté, grosso modo, chacun son côté de la barre ou de la salle virtuelle, le demandeur, le défendeur, et puis au milieu, l'arbitre ou le médiateur. Vous avez à droite des petites notifications qui vous disent
où on en est, quelles sont les prochaines étapes, qui doit faire quoi. Vous avez à gauche un certain nombre de petits éléments. Alors ça, c'est un dossier qui est terminé. Hein. Le litige est clos parce que j'ai rendu ma sentence. Donc ces éléments ne sont pas accessibles. Visioconférence, audition de témoins, demande d'expertise, clôture de l'instruction, reddition de la sentence ou poser une question. Alors, ça peut être les parties qui posent une question à l'arbitre ou au médiateur, alors soit publiquement, soit en closing, uniquement au médiateur. Donc, toutes ces options s'ouvrent ou se ferment en fonction de votre rôle, partie ou arbitre et médiateur, et de l'évolution de la procédure. Donc, là, tout est fermé puisque j'ai rendu ma sentence. On ne peut plus rien faire dans le dossier. Je vous montrerai peut-être un autre. Je peux vous montrer un autre cas qui n'est pas fermé d'ailleurs. Nous avons 2 tâches à faire. Je vérifie que c'est un. Voilà, c'est ça. Voilà, ça va. C'est un cas où on ne vous a pas raconté trop de bêtises. Avec Monsieur Fouchereau et Madame Cachet. Et là, en l'occurrence, c'est pas terminé. On a des actions en attente. Donc, vous voyez, on est en train de planifier une visioconférence. On doit définir l'ordre du jour. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, au milieu, on a les données de l'arbitrage qui permettent d'avoir un résumé avec la déclaration d'indépendance de l'arbitre, les coordonnées des parties complètes, les frais engagés par chacune des parties. On a un onglet qui nous récapitule toute la chronologie du dossier, tout ce qui s'est passé dans le dossier, soit le secrétariat, soit l'arbitre, soit les parties qui disent des choses. Mais l'essentiel, c'est quand même la salle d'arbitrage virtuelle. On est vraiment sur ce que pourrait être un tribunal maintenant, et puis peut-être un tribunal public dans 10, 20, 30 ans. Alors, c'est très simple. L'argumentation, elle est très simple. Demandeur, défendeur, donc demande, défense, réplique, duplique, évidemment, enfin supplique. Évidemment, on parle là-dedans d'arbitrage. Pour la médiation, c'est différent. Je vous expliquerai tout à l'heure. Le demandeur donne un argument et normalement, pour chaque argument, il y a une bulle, en gros, pour chaque paragraphe des conclusions. Si on doit traduire ça en termes de conclusion, c'est une bulle pour chaque paragraphe. Et puis pour chaque paragraphe, généralement, il y a aussi des pièces. Donc pour chacune, je verse des pièces. Donc un fait, une pièce, et puis un autre fait, une autre pièce. Voilà. Bon, là, on a fait les choses très très simples, il n'y a qu'un argument. Et puis après, on le voit peut-être mieux dans l'autre cas d'ailleurs, il y a peut-être plus d'arguments dans l'autre cas que je vous ai montré, sur lequel je vais peut-être revenir. Celui qui est voilà, final rendu. Vous voyez, donc il y a une demande. En face, la partie adverse va répondre sur chaque fait. Il va avoir la possibilité de dire j'accepte ou je conteste. En gros, est-ce qu'il y a un accord au moins sur la partie factuelle, sur tel ou tel point, ou est-ce qu'il y a une contestation. Puis ensuite, le demandeur va pouvoir répliquer, et puis le défendeur va pouvoir dupliquer, c'est-à-dire répondre une dernière fois. Donc, ça fait 2 allers-retours. L'arbitre, lui, va pouvoir ensuite, une fois que les arguments sont échangés, alors il est évident que là, on peut mettre 10-15 arguments, découper notre argumentation. On peut aussi imaginer que les habitudes étant ce qu'elles sont, certaines parties, certains avocats qui utilisent la plateforme décident de faire un truc très simple, c'est-à-dire de faire quand même un mémoire en demande, de faire un mémoire en défense, puis un mémoire récapitulatif complémentaire en réplique, puis en supplique. En duplique. Dans ce cas-là, bon, on drag and drop le mémoire et puis les pièces. Bon, c'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus visible, de pouvoir répondre et interagir sur chaque argument quand même. Bon. Et puis ensuite, une fois que l'arbitre est invité à instruire, il peut poser des questions aux parties. Donc, connaissez-vous ces individus? On peut mettre une pièce. Chacune des parties peut répondre. On peut arriver à plusieurs, voilà, on peut poser des questions. Moi, quand je pose une question, je peux, ah oui, alors là, je vais revenir sur un litige qui n'est pas terminé pour vous montrer un peu comment on fait. Demande, procédure. Voilà, là, je suis en cours de procédure, je suis en cours d'instruction. Donc là, j'avais demandé déjà, pouvez-vous m'envoyer des photos? On m'a répondu, ma parole devrait être suffisante. L'autre partie n'a pas répondu. Voilà, j'ai différentes pièces supplémentaires. Là, j'écris n'importe quoi parce que c'est quand je fais des démonstrations. Là, je peux le voir, vous voyez. Chère partie, merci d'expliciter vos positions. Voilà. Je peux autoriser un tel, si ma question ne s'adresse qu'à une des parties ou aux autres parties, je peux leur imposer des délais pour répondre.
je peux modifier les délais, je peux mettre des pièces jointes et je peux envoyer. Et évidemment, chacun va, à tous les stades de la procédure, quand il va se passer quelque chose, chacun va recevoir un email et dire, voilà, l'arbitre vous a posé une question, vous avez jusqu'au temps pour répondre. Et on va retrouver en plus tout ce déroulé dans les notifications pour savoir qui doit faire quoi. Voilà. Avant mercredi 10 février, les deux parties doivent répondre à une question. C'est la question que j'ai posée. Et je peux même, en plus, en cours de procédure, s'il y en a un qui pleure, qui me dit non, je suis en vacances, je ne peux pas répondre dans la semaine, je peux changer les délais. Voilà. Donc c'est très malléable, très pratique. Voilà. Et puis, à la fin, une fois que… Alors, au bout d'un moment, on échange, on a des pièces complémentaires, l'arbitre instruit, et puis il y a un moment où on va quand même vouloir faire de la visioconférence. Alors, pour la médiation, ça va être très rapidement. Pour la médiation, je fais une petite incise pour vous montrer la différence. C'est que très rapidement, on pense que le médiateur va déjà prendre attache avec l'une des deux parties. On va très peu fonctionner par l'écrit. Ça va être essentiellement la visioconférence. C'est pour ça que le sujet visioconférence est très important pour les médiateurs. Les médiateurs vont d'abord prendre attache avec chacune des parties, séparément, pour voir quelles sont leurs demandes. Elles ont la possibilité d'échanger par écrit avec les parties, de manière asynchrone, parce que c'est vrai que si on a eu telle partie, mais qu'elle veut recontacter le médiateur, parce que dans la nuit, elle pense à quelque chose, et dit oui, mais je voudrais aussi que vous sachiez ça, elle peut à tout moment se connecter à la plateforme et dire oui, voilà, en caucus, en message privé, voilà, moi je voudrais aussi vous faire part de ça, vous faire part de tel élément. Et puis, voilà. Et puis, arbitrage ou médiation, vient un moment où on veut fixer une visioconférence. Donc, je fais d'abord une demande, c'est-à-dire que je clique sur ma visioconférence. Là, j'ai déjà fait, voilà ce que ça donne. Je vais proposer aux parties une visioconférence. Elles ont un délai de 5 jours pour me dire si elles sont d'accord ou pas. Si tout le monde est d'accord, en fait, on va planifier la visioconférence. Et là, c'est très simple. C'est un outil de visioconférence qui est propriétaire, qui fait partie de la plateforme. C'est pas Zoom, c'est pas Teams. C'est quelque chose qui est propriétaire, qui est parfaitement codé, chiffré. Et dans la convention, enfin dans les conditions générales de service, vous vous engagez, si une proposition est acceptée de visioconférence, sur 5 propositions de date, à en accepter au moins 3. De telle manière que mathématiquement, dès lors que l'arbitre va proposer 5 dates et que chacune des parties va s'engager à en accepter au moins 3, il y en a forcément une qui va coller et qui va pouvoir générer automatiquement une visioconférence. Donc, je fais des propositions, mes parties répondent avec mes différents créneaux, je valide, c'est envoyé à mes parties, elles répondent et automatiquement, dès lors que les parties ont répondu, la visioconférence est programmée. Et évidemment, tout le monde reçoit un email pour dire c'est tel jour, telle date, et à l'heure dite, on se connecte sur la plateforme pour voir ce qu'il en est. Voilà. Et puis, alors après, là encore, distinction entre l'arbitrage et la médiation. Une fois qu'on a fait de la visio, on peut rééchanger des choses. L'audience de visioconférence pour l'arbitrage n'est pas forcément le terme. Il peut y avoir des échanges ensuite. On peut faire plusieurs visioconférences, c'est comme on veut. On peut faire des auditions de témoins en attendant. En médiation, pareil, il peut y avoir une ou plusieurs visioconférences, pareil. On peut continuer à échanger en message privé avec le médiateur. Et puis, une fois que c'est terminé, alors le médiateur, qu'est-ce qui se passe? Déontologiquement, le médiateur ne rédige pas l'accord de médiation. On est bien d'accord, hein, les médiateurs ne sont pas formés pour ça, ce n'est pas leur job. Le médiateur va renvoyer les parties à saisir, voir avec leur avocat pour formaliser l'accord de médiation. Ce que peut faire le médiateur à terme, c'est dire qu'il n'y a pas eu d'accord et le cas échéant rendre un certificat de carence en disant voilà, il y a eu carence de médiation, ce qui va servir ensuite à saisir le juge. Pour l'arbitrage, c'est différent. L'arbitre, dans un délai de 6 mois, sauf prorogation des parties, comme un accord des parties, doit rendre sa sentence. En fait, ce qu'on pense, c'est qu'on va être capable, avec cet outil-là, et la facilité de l'outil, et le fait qu'il n'y a pas besoin de caler des rendez-vous, des déplacements et autres, on va être capable de rendre des arbitrages pour les dossiers simples beaucoup plus rapidement que 6 mois. C'est-à-dire que le délai de 6 mois du code de procédure civile va probablement être obsolète. L'idée, c'est d'arriver avec des choses avec une moyenne de 3 ou 4 mois maximum, hein, peut-être même moins. Et voilà, et donc là, l'arbitre, lui, va rédiger, va implémenter son formulaire de sentence, va le rédiger, et puis ensuite va uploader sa sentence, qui va être notifiée aux parties, qui acceptent la notification via la plateforme pour faire courir les délais de recours. Mais elle sera peut-être également envoyée recommandée par précaution en plus. Voilà. Et puis, le cas échéant, s'il faut passer par l'exéquature, c'est-à-dire la procédure qui permet d'obtenir un titre exécutoire pour l'arbitrage, on vous renverra aux arbitres, aux huissiers de rejuris qui peuvent faire ça assez facilement. Mais il faut savoir que pour l'arbitrage, le grand avantage, c'est que comme il y a une vraie qualité d'entente des parties, d'audition des parties, d'études et de rédaction, souvent les décisions sont acceptées, quelles qu'elles soient, quel que soit la partie qui perd, accepte et exécute spontanément la décision, ce qui est un autre avantage
mode de litige. J'ai été un petit peu long, mais il est 17h39 et j'ai terminé donc cette overview de la plateforme d'arbitrage et de médiation. Je voudrais juste terminer peut-être pour avoir couvert à peu près tout le champ des questions habituelles, pour vous dire deux choses. Une chose sur la médiation. Médiation obligatoire dans un certain nombre de litiges. La question qui nous est souvent posée et qui nous a été posée dans le formulaire par je ne sais plus exactement qui, mais je vais y répondre, c'est si c'était Christophe Delahousse qui demandait est-ce que la plateforme va nous délivrer un certificat de non-médiation, d'échec de la médiation. Sous-entendu, si j'envoie une demande de médiation et que l'autre partie ne répond pas, parce que là, on a vu qu'à la fin, s'il y a une tentative de médiation et qu'il y a un échec, ben, il y a un certificat de carence, mais quid si je fais une demande et que personne ne répond à ma demande? Parce que finalement, il y a un moment, si personne ne répond à ma demande, il va falloir que je puisse saisir le juge. Mais pour saisir le juge, il faut que j'ai la possibilité de justifier que j'ai tenté la médiation, puisque le code me l'impose aujourd'hui. Eh bien oui, la réponse est oui dans ce cas-là. Pour l'instant, on a fait parvenir dans notre premier cas de médiation le courrier en papier, c'est le secrétariat de la SAS madécision.com qui le signe et qui dit bah voilà, voilà les éléments qui ont été renseignés, il y a eu une proposition et on n'a pas pu formaliser. On reste très neutre hein, dans ce courrier-là, évidemment, conformément à la déontologie des médiateurs, on ne va pas dire de la faute de qui c'est pas l'idée, mais c'est de dire voilà quels sont les éléments du litige. On n'a pas pu aboutir à la médiation, mais il y a bien eu une proposition qui a été faite. Donc vous pouvez ensuite aller saisir le juge qui devrait sans difficulté déclarer votre action recevable. Encore une fois, il y a certaines alternatives, enfin certaines plateformes alternatives à la nôtre qui proposent des sommes beaucoup moins chères, notamment pour la médiation. Alors, il faut bien distinguer déjà, si c'est de la médiation de la consommation, ce n'est pas du tout le même cadre, hein, ce n'est pas de la médiation conventionnelle. C'est de la médiation, c'est un service proposé ou sous-traité par une entreprise. Il y a aussi des propositions qui visent à, de manière très très cheap, vous faire obtenir un certificat pour pouvoir aller voir le juge. Mais finalement, c'est probablement assez pratique si on veut très rapidement griller cette étape d'aller voir la médiation, mais nous, l'objectif de la plateforme, c'est quand même de réussir la médiation, de convaincre votre adversaire, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, de le convaincre d'aller en médiation et de trouver une solution. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. Et enfin, un dernier mot pour les rédacteurs. Alors, les rédacteurs, en gros, quand est-ce qu'on peut saisir cette plateforme? Deux choses, mais c'est comme toujours, c'est que soit les parties ont un litige, elles ont un contrat et le contrat contient une clause de médiation ou une clause compromissoire, donc d'arbitrage, et auquel cas elles sont obligées, puisque l'une des deux parties peut soulever l'irrecevabilité s'il n'a pas été fait état de la procédure de médiation ou l'irrecevabilité de la demande devant le tribunal s'il est décidé que ça se fera par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral. Donc là, pour le coup, si c'est dans le contrat, il faut trouver une solution. Donc là, pour le coup, notamment pour les petits litiges, je pense pouvoir dire avec fierté qu'il n'y a pas de procédure d'arbitrage avec un panel d'arbitres aussi large, ou de médiateurs également, et qui soit aussi peu onéreuse par rapport aux autres instances. On a vraiment un panel d'arbitres et puis d'arbitres de qualité. Donc là, on est vraiment une solution pour les litiges petits. Alors, petit litige, il faut savoir qu'en dessous de 500 000 euros pour les centres d'arbitrage et de médiation, grosso modo, c'est du petit litige. Hein. Bon, voilà, 500 000, ça commence à être un peu costaud quand même déjà. Mais grosso modo, là-dessus, on est très, très compétitif. Et puis, l'autre solution, c'est l'autre possibilité, c'est quand les parties ont un litige et qu'elles n'ont pas de clause. Elles n'ont pas de clause entre elles. Donc là, le réflexe classique de l'avocat va être de dire faut qu'on saisisse le tribunal. Sauf que nous, notre pari, c'est de se dire que, et c'est l'objet notamment de ce séminaire, c'est de vous convaincre qu'il y a des solutions alternatives à ça. Soit en faisant du juridique où on dit le droit, de l'arbitrage, soit avec de la médiation. Pardon. Mais on peut convaincre les parties, même s'il n'y a pas de clause qui les y contraint, de se dire que c'est un pari de l'intelligence des parties. C'est le pari de se dire, aujourd'hui, on a des juridictions qui sont complètement embouteillés. Les magistrats eux-mêmes nous disent qu'ils ne peuvent plus écluser. Donc, pourquoi ne pas laisser à la juridiction étatique le domaine régalien, tout ce qui doit, qu'on
peut pas donner un système alternatif, c'est-à-dire tout ce qui est pénal, tout ce qui est état des personnes, tout ce qui est succession et autres, où on doit passer par un juge étatique, tout ce qui est ordre public, tout ce qui est procédure collective également. Et puis, pourquoi pas saisir des plateformes comme la nôtre pour tout ce qui peut être externalisé, avec l'avantage en plus de pouvoir choisir le médiateur ou l'arbitre en fonction de manière très très fine, et de choisir des gens qui sont disponibles. Et ce n'est absolument pas un discours qui va être provocateur ou être incitateur à se rebeller contre un système ou autre, pas du tout. Là-dessus, on est sur le même credo que les magistrats eux-mêmes, qui nous disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, qu'ils n'ont pas assez d'effectifs, que les greffiers également. C'est la communauté judiciaire qui partage un constat. Et nous, on offre une solution qui est une solution consistant à externaliser, à privatiser une partie des règlements des litiges, mais encore une fois, sans aucune concession à l'indépendance ou à la qualité du droit. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre dans cette optique-là. Donc l'idée maintenant, c'est d'appréhender le fonctionnement de cette plateforme. Et puis j'ajouterais le dernier mot, c'est pour dire que depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, nous avons une norme de certification des plateformes d'arbitrage et de médiation en ligne, qui démontre que l'État français, d'abord le législateur, puis ensuite le gouvernement, on veulent favoriser, poussent l'émergence de plateformes telles que la nôtre. Nous sommes probablement la plateforme la plus ancienne aujourd'hui sur le marché, parce qu'il y a certains acteurs qui ont calé entre-temps, d'autres ont émergé, et c'est parfait, parce que c'est bien d'avoir de la concurrence, c'est très challengeant. Après, il faut voir, notamment en médiation, il y a différents créneaux. Il y a la médiation à la consommation, il y a la médiation conventionnelle, c'est des choses différentes. Mais les pouvoirs publics, par cette norme, à laquelle on va, nous, sur madécision.com, essayer de se soumettre rapidement, mais elle vient de sortir, donc il faut qu'on l'analyse et puis qu'on s'y soumette et puis qu'on trouve un organisme certificateur qui délivre les certificats. Mais en gros, c'est vraiment favorisé par les pouvoirs publics, donc tout nous incite à passer par ce type de plateforme comme madécision.com.